الصروان الهم من صغر نزران نطر من حمق نزران ظلم ورد ينفع ما نهضر وينفع ما نسوسن كل يوم في الغدا حضر أمكاك أنا نخدم ورنوفي وما راه نحكو من يحد سي الهموم من يحد سي الهموم الغربة توقع تكفو تحكم في اللغز المحكوم تحكم في اللغز المحكوم لا نستحسب نرنو دوك زلان تسرقو دقي ضيوق دياس النوم أكيد الوقت غدا صحايا الوقت غدار وين يغي الصروان الهم من صغر نزران نطر من حمق نزران ظلم ورذا ينفع ما نهضر وينفع ما نسوسر يوم في اللغة حضر أمكاك أنا نهضر الوقت المنزك يكفى كل شي نغيد سدوس الحمق كل شي نغيد سدوس الحمق القوم يبدل الصيفة كنس نخدم نعوق كنس نخدم نعوق كل شي تدوس الحرفة يكرو مولا بالنفعة والنعمة غمسي السواق كيد الوقت نصبر نزران نضر من حمق نزران ظلم ورذا ينفع ما نهضر وينفع ما نسوسر كل يوم في اللغة حضر أمكاك تصمر يحصل تصمر يحصل نجرب الطيد ينصاد ما تجيط من الكاس طيس العقل طافو ولا شرقاس كني ميس اللاصل غصيب همي تعقل تصلع ويرضيك تصلع ويرضيك العلم الجنس يولين ولادك يقني ولادك والحق الغورس ولادك والحق الغورس نكوني نكسى المولي مزون كراور يلي وديوسنا ضغيلس وديوسنا ضغيلس نسعى رقز العالم نسعى رقز العالم ما يبدث نسغلي ما يسعى له بس يكس ما يسعى له بس يكس تصمر يحصل نجرب الطيد الوصال أجد ما شديد أجد ما شديد أبو قلم رينا أبو قلم رينا مثل الطيس العقل طافو ولا شديد طافو ولا شديد لكن الناس الناصر غاسي فهمي تعقل صلصلع ويرضيك صلصلع ويرضيك صلصلع ويرضيك صحيتو برافو 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 bravo, bravo. C'est une chanson de Slimane Azem dont nous fêtons le centenaire. Oui. Chantée par Rachid مصباح Mosbahi et ses amis. mes amis قدور علاوة des amis à nous tous. Merci infiniment. Là, Mon c'est- ami Hassan Hirsch était en train de me traduire ce que vous chantiez. Oui. C'est très beau, c'est magnifique. C'est une vraie chanson contestataire. Et j'ai été très étonné d'apprendre
qu'elle a été composée avant que les hommes, les Américains ne montent dans la Lune, alors que la chanson dit viendra le jour où les hommes iront dans la Lune et nous resterons un troupeau content. C'est vrai. C'est vrai. Bravo. Bon, merci bravo, mille fois. Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Donc, nous poursuivons la couverture spéciale de la commémoration du 30e anniversaire du 5 octobre. Nous allons regarder quelques images et nous commencerons à en discuter. 5 octobre 1988. 30 ans ont déjà passé. Les jeunes qui étaient dans les manifestations pendant ces jours fatidiques ont presque tous plus de 50 ans aujourd'hui. C'est dire que tous ceux qui ont moins de 40 ans dans ce pays, la majorité de la population algérienne, n'ont pas connu ces événements ou n'en ont que de vagues souvenirs à travers la mémoire traumatisée des enfants qu'ils ont été. Tout le monde parle du 5 octobre, mais tout le monde, ou presque, envisage ces événements à travers des prismes déformants. C'est à qui leur prêtera des caractéristiques, des motivations, des objectifs qu'ils n'ont pas eus. C'est à qui les sublimera, à qui les enjolivera, à qui les mythifiera, et même à qui les mystifiera. Puis vint le temps des manipulations des uns et des autres, de la désinformation systémique, qui va de soi dans le récit de nos fondements, de nos bifurcations et de nos fourvoiements historiques. Ceci est une constante nationale. Nous ne savons pas ou nous ne voulons pas écrire notre histoire avec une autre plume que celle de la falsification, de la désinformation, de l'instrumentalisation, de la récupération. Et c'est ainsi que ces tragiques événements du 5 octobre sont devenus un sanglant bourgeon démocratique pour les uns, un chahut de gamins pour les autres, une insurrection spontanée pour les uns, des jacqueries de voyous pour les autres. Pour les uns, un complot fomenté par les ennemis des réformes, pour les autres, une contestation politique porteuse d'aspiration à la démocratisation du pays. Pourtant, jamais des journalistes et des intellectuels algériens n'ont été aussi prolixes sur le sujet. Jamais politiciens, même barons du régime, voire même responsables militaires et sécuritaires, ne se sont autant livrés sur ce qui s'est passé durant ces journées sanglantes et même sur les circonstances qui les ont précédées. Mais il faut croire que l'on retombe toujours du côté où l'on penche, que notre naturel est vite revenu au galop. Nous ne pouvions décidément pas cerner ce pan de notre mémoire et le confiner à la seule vérité historique, aussi douloureuse puisse-t-elle être. Octobre 88 n'a pas pu échapper à la prise d'otage des uns et des autres. Il est vite, très vite, devenu un cheval de bataille idéologique et politique, et même un juteux fonds de commerce pour une foultitude de gardiens du temple en tout genre, pour des extrémistes de tous bords qui ne craignent pas, jusqu'à aujourd'hui, de le mettre à profit à des fins politiciennes de bas quartier. La conférence donnée aujourd'hui, 6 octobre 2018, par Ahmedou Yahya, le Premier ministre, est significative à cet égard. Il n'a pas craint d'user de ses habituels pensifs, de ses habituels raccourcis. Forgeron éprouvé de l'histoire, il n'a pas craint de la tordre au gré de ses petites ambitions à la mesure de sa petite chapelle. Mais revenons à quelques jours avant l'explosion. Nous sommes le 19 septembre 1988. Le président Chadli adresse un discours à la nation, discours qui sort de l'ordinaire, où il utilise des termes et des figures de style très audacieuses, où il cherche visiblement à dire les choses, dans un système qui s'était toujours et immanquablement distingué, jusque-là, par une épaisse langue de bois. Le président Chadli cherche visiblement à rallier le peuple aux réformes qu'il envisage de lancer,
à très court terme et qui ont rencontré des résistances acharnées, d'apparatchiks qui sont résolument opposés à toute libéralisation du système et tout particulièrement au multipartisme, à la liberté de la presse. Le président Chadli explique d'une façon aussi directe qu'elle était inusitée que les adversaires des réformes étaient des gens qui avaient peur de perdre leurs privilèges, mais qui ne l'arrêteraient pas et qui iraient jusqu'au bout. À travers la métaphore du boucher de quartier qu'il utilisa, il appelait la population à former une alliance avec lui pour se débarrasser de ces parasites. C'est à peine s'il n'a pas prononcé ce mot. C'était, pour tous les initiés, une véritable déclaration de guerre contre l'establishment. Mais rappelons ce qu'était le contexte de l'époque. Le régime d'alors prônait une idéologie socialiste, mais dans la réalité, c'était plutôt un leurre idéologique. Derrière l'image idyllique de village Potemkin, une atroce réalité. Un régime rentier, incompétent, qui ne créait aucune richesse, dont les ressources hydrocarbures constituaient 98% des recettes. Le FLN était le parti unique, une sorte d'organisation pour surveiller les foules, mais dont les apparatchiks vivaient comme des nababs, derrière leurs grosses lunettes noires, à l'intérieur de leurs R16 et de leurs 504 noirs aux vitres fumées. Ils avaient leur coopérative, des privilèges exorbitants. Un article de la Constitution disposait que nul ne pouvait être nommé à des fonctions supérieures s'il n'était membre du FLN. L'autre caste, qui n'en était pas moins privilégiée, était celle de l'armée, celle des officiers de l'armée, qui étaient comme dans un pays conquis, où tout le territoire était pour eux table dressée. Leur coopérative était abondamment fournie de produits de toutes sortes, jusqu'à du chocolat suisse, des jouets pour leurs enfants et des produits électroménagers et des épiceries fines, au moment où les Algériens faisaient des provisions de tout à cause des pénuries à répétition. Une crise économique et financière très éprouvante bouchait les horizons. Hormis la Sonatrach et ses filiales, le secteur industriel public était globalement déficitaire. L'agriculture et le tourisme étaient devenus totalement improductifs et le pays importait tout ce qu'il consommait. Le remboursement de la dette extérieure et du service de la dette oblitérait toute alternative, toute velléité de changement. Le prix du baril oscillait entre 12 et 13 $. La sécheresse de 1987 avait ruiné le peu qui restait de l'agriculture et provoqué une flambée des prix. Un début de restructuration des entreprises publiques a été un échec. La contrebande de grande intensité pour pallier à la mauvaise gouvernance était devenue une sorte d'économie parallèle. Le chômage et la déperdition scolaire faisaient des ravages au sein de la société. Et c'est dans ce climat très délétère que des réformes se préparaient, très mal perçues par les privilégiés du régime, tout particulièrement ceux du FLN. Des pénuries et des ruptures délibérées de stock furent organisées. Des rumeurs enflées qui annonçaient le déluge. La légitimité historique du FLN était invoquée. Des nouvelles alarmantes sur le bradage du pays aux forces capitalistes étaient savamment distillées. Puis, une grève à la Sainte-Veillie de Rouiba éclata, qui allait devenir un foyer de contestation. Un mouvement d'humeur éclate le 2 et le 3 octobre dans des lycées algérois. Puis, dans la nuit du 4 au 5 octobre, la révolte éclate dans le mythique quartier populaire de Bebloued. Et comme une tache d'huile, la révolte se répand à plusieurs régions d'Algérie. Curieusement, mais pas aussi curieusement qu'il n'y paraît, la Kabylie est neutralisée. Des leaders kabyles très estimés de la population à l'époque ont été sollicités par le régime pour sillonner la région et l'empêcher d'entrer dans la dynamique. La révolte tourna à la jacquerie, puis des mouvements politiques commencèrent à se former, tout particulièrement celui des islamistes. Le régime fit donner la troupe. Une terrifiante répression s'abattit sur cette jeunesse qui avait osé défier ceux-là qui avaient détourné le fleuve de l'histoire.
Par un juste retour des choses, ce sont les muhafadat et les qasmat du FLN que les jeunes attaquèrent avec le plus de fougue. Mais les chars déboulèrent et cette belle jeunesse fut fauchée à la mitrailleuse lourde. Plus de 500 morts, des milliers d'estropiés, des milliers de jeunes torturés. « 5 octobre 88, une volonté de changement ?» Vous aurez remarqué le point d'interrogation, c'est une question que nous posons. Est-ce que les événements de 1988, d'octobre 1988, ont été impulsés par une volonté populaire de changer la situation? Et c'est une question que nous allons poser à nos invités. Samir Bellatesh, militant des droits de l'homme. Merci Samir d'être avec nous. Khaled Ziyari, qui sera avec nous au téléphone, ancien officier supérieur de la police. Karim Tabou, président de l'UDS. Merci Karim d'être avec nous. Merci. Hassan Hirish, économiste. Merci Hassan d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Zoher Ruiz, secrétaire national de Jil Jadid. Merci Zoher. Bonsoir, merci à vous. Alors, si vous le permettez, nous allons donc en parler, mais sans hésiter à nous interrompre les uns les autres. Nous allons discuter à bâton rompu. N'attendez pas de moi que je vous donne la parole ou que je vous la reprenne. Et donc, j'aimerais commencer par Karim Tabou. Karim Tabou, je vais commencer par une question qui n'aurait pas dû être mise au début. Quand ça a éclaté un peu partout, en Algérie, un peu partout, mais pas partout, le régime avait commencé à paniquer, puis aux premiers frémissements qui ont eu lieu en Kabylie, ça a été la panique. Et le régime a mis tout en œuvre pour que ça ne parte pas en Kabylie. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, on se pose la question. Et si c'était parti en Kabylie, est-ce que le 5 octobre n'aurait pas été autre? Karim Tabou. Merci de l'invitation. Je pense que c'est déjà une bonne chose que la chaîne Magharibia consacre 2 journées d'évocation pour ces événements, mais également pour toutes les victimes de ces événements. On n'en parle pas assez. Et puis, c'est une étape importante dans notre vie en tant que citoyen, mais également en tant que militant politique. Il y a une nécessité de faire croiser beaucoup de regards, beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis entre les acteurs, entre les gens qui ont fait des recherches universitaires, mais également ceux qui étaient de simples gens, à l'effet d'éclairer quelques zones d'ombre de ce qui fut, entre parenthèses, les événements de 88. Y a-t-il complot? Y a-t-il spontanéité? Nous allons y venir, mais j'aimerais d'abord que vous répondiez à cette question de la Kabylie, qui est une vraie question que se pose tout le monde. Hein. Je voulais justement entamer la réponse par le fait que la question du complot, autant il peut constituer une des facettes, une des parties des événements, mais toutefois ne pas perdre de vue que bien avant les événements de 88, qui à la fois sont une étape, mais en même temps c'est un point d'arrivée. C'est un point de départ et en même temps c'est un point d'arrivée. Il a été précédé par ce qu'on appelle le printemps berbère, qui était un moment phare de l'histoire, qui a fait que des militants avaient pour la première fois décidé de porter sur la sphère publique la revendication démocratique. Bien sûr que dans la revendication démocratique, on a une définition un peu fausse de la démocratie. Chez l'Algérien, le droit politique, le droit social, le droit au logement, contre le pouvoir, tout ça forme la démocratie. La démocratie n'est pas une logique de procédure électorale telle qu'il est conçu à l'Occident. Parce qu'à l'Occident, la vie politique est institutionnalisée. Elle se déroule dans l'institutionnel. Or, la politique chez nous et la démocratie chez nous est une espèce de mouvement dans tous les sens. Et par conséquent, tout ça forme la démocratie. Tout ça nous donne à nous-mêmes notre propre définition de la démocratie.
il est clair que le pouvoir est toujours tenté, de nos jours d'ailleurs, de manipuler toutes les dynamiques qui peuvent se produire dans la société, toutes les velléités, toutes les envies qui peuvent exister dans la société, à l'effet d'aller de l'avant dans la conquête des libertés. Le pouvoir tente de manipuler, le pouvoir tente de dresser ce qu'on appelle باللغة العربية المعابر السياسية. يدير معبر بين منطقة ومنطقة. Il fait une logique de gestion par des partiels. Il a toujours une tendance à vouloir isoler les unes des autres, les populations les unes des autres, les mouvements les uns des autres, les contestations les unes des autres, à l'effet de se donner les moyens, le souffle, ce dont il a besoin, pour gérer les conflits politiques, les luttes politiques, les batailles, dans une logique infinie de partiels. Et on a vu, effectivement, le lieu qui fut, j'allais dire, le bastion des luttes démocratiques, de la contestation. Et qui, pour cette fois, n'a pas été de la partie. Mais bien et sûr. ça a étonné tout le monde. Mais bien sûr. Jusqu'à ce qu'on sache par la suite que ce sont des leaders politiques kabyles qui ont été instrumentés par le régime, par le pouvoir, par rapport à leur écoute, à l'audience qu'ils pouvaient avoir en Kabylie, pour désamorcer la Kabylie. Et ils y ont largement réussi. Bien sûr. Parce que la Kabylie n'a pas participé à ce mouvement. La culture politique du pouvoir, entre parenthèses culture, entre parenthèses, c'est la logique de l'infiltration. Et à chaque fois, il essaye de mettre en échec tous les lieux, tous les groupes, tous les espaces qui auraient pu apporter du souffle à des contestations, qui auraient pu donner de la dimension, qui auraient pu donner du contenu. Le pouvoir s'arrange bien et puis gère bien les questions quand il relève, j'allais dire, des questions d'une région ou d'une corporation ou d'un secteur quelconque. La peur du pouvoir, de toujours, était de voir se tisser des relations, se construire des ponts entre des régions, entre les populations, entre les mouvements sociaux, les mouvements politiques, et ça pouvait provoquer. Donc, effectivement, et je le pense profondément, que le pouvoir, après avoir vu que le mouvement pouvait dégénérer, pouvait prendre l'allure de mouvement de contestation révolutionnaire, il a fait appel il a désamorcé la région la plus contestataire. Au procédé habituel, donc il actionne des relais locaux à l'effet de dire en substance que c'est attention, si ce n'est pas la main étrangère, ça pouvait être un clan du pouvoir. D'ailleurs, ces gens qui ont été agités parlaient de menaces islamistes. Ils ont, en Kabylie, le discours pour désamorcer, attention, si vous sortez dans la rue, vous allez être instrumenté par les islamistes. C'était le seul mouvement qui était un peu dans la rue. Menaçant toujours de nos jours. Oui. Le procédé est là. Et quand il y a un syndicat qui a envie d'organiser quelque chose, attention, manipulation politique. Quand il y a une région qui conteste, attention, c'est la main étrangère, c'est les velléités sécessionnistes. Et cette logique-là se répète. Maintenant, c'est à l'élite politique de se sortir de ces pièges, de décoder tout cela et d'avoir un discours cohérent et d'être capable d'impulser une dynamique sérieuse de débat dans la société. Hassan ? Oui, sur le même sujet, hein, sur la même question. Oui, d'abord, franchement, hommage à toutes les victimes de cette époque-là et des époques suivantes et de toutes les époques des victimes du régime algérien. Et je salue également la chaîne El Maghrebia qui consacre des heures et des heures et qui a mobilisé pour justement analyser un phénomène qui n'est plus de l'ordre journalistique, mais de l'ordre de l'historien, de l'ordre de l'historique et du sociologue. Donc, effectivement, ça mérite d'être... Je m'excuse de vous interrompre, Hassan, de l'ordre des journalistes aussi, puisque les journalistes qui ont couvert cet événement, de façon vraiment très professionnelle, je n'en veux pour preuve que le livre de Sidi Ahmed Semiane, oui. Octobre, il parle... ouvrage conçu et dirigé par Sidi Ahmed Semiane, publié par Le Matin, et qui est en phase de réédition avec des apports nouveaux. C'est Sidi Ahmed Semiane qui me l'a confié hier soir par Facebook. Et donc, les journalistes aussi, et certains témoins
ont joué un grand rôle. Il y a le Octobre, il parle, il y a les Carnets noirs d'Octobre, et il y a un autre ouvrage, je ne sais plus lequel. Des événements d'octobre. Voilà. Voilà, exactement. Cela dit, qu'on se mette bien d'accord, Oui. c'est que quand un journaliste se met à écrire 1 an après ou 5 ans après ou plusieurs années après sur des événements qu'il a couverts ou qu'il n'a pas couverts, il devient sociologue, il devient analyste, il devient historien. C'est dans ce sens que je voulais. C'est pas la profession en elle-même. Oui, oui. C'est-à-dire que le regard n'est plus pareil dès lors qu'on a pris du recul, on a eu un certain nombre d'informations. Et on sait quelles étaient les forces en présence, ainsi de suite. Alors que sur le champ, on est plus porté à être journaliste, c'est-à-dire à parler des faits. Voilà, c'est cette différence-là que Et sur cette question de la Kabylie qui a été désamorcée en quelque sorte. Alors, j'allais en venir là. Il est évident que si la Kabylie avait aussi participé, comme elle l'a fait depuis 88, 81, autour de la Ligue algérienne des droits de l'homme, 85, ainsi de suite, il est vrai que la donne serait peut-être différente. Bon, mais là, ce ne sont que des hypothèses. Absolument. Cela dit, on pense exactement la même chose. On se dit, en 1980, si les autres régions, ou une seule région, avait participé aux événements de Kabylie en 80 et en 81, ça aurait peut-être aussi changé la donne. Très certainement. Les Algériens sont-ils voués à ne jamais faire jonction quand ils revendiquent leurs droits les plus essentiels? Je pense que ça rejoint la question que vous posez dans l'émission d'aujourd'hui, oui. À savoir justement cette volonté de changement. Je pense qu'aujourd'hui, avec les expériences que les Algériens ont vécues, il y a effectivement déjà une jonction au niveau de l'analyse de la situation, à savoir que nous sommes en face d'un régime qui ne peut basculer que s'il y a une mobilisation générale, que de toute façon, ni en 88, encore moins aujourd'hui, avec le régime de Bouteflika qui dure depuis 20 ans, ça ne viendra pas de l'intérieur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une forte pression de mouvements sociaux, de l'intelligentsia, des syndicalistes, d'hommes politiques, etc., je pense qu'effectivement, ça ne bougera pas. Mais, alors, là, cette jonction-là, et il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour qu'elle ait lieu. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment les enseignants ont été bastonnés, on a vu comment les médecins ont été bastonnés, on a vu comment les anciens militaires ont été bastonnés. On a vu les culturalistes, comment ils ont été bastonnés. Les islamistes bastonnés, les agriculteurs bastonnés. Et donc, à la fin, comme disait si bien Mouloud Mamri, à la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel des dieux, dans le ciel des hommes, et dans le cœur des hommes, le plus inextinguible incendie. Et donc, on en arrive là, Djamaldine, à savoir que, effectivement, en 1988, il y avait une révolte, malheureusement, qui n'a pas abouti à l'aspiration des Algériens. C'est vrai qu'il y a eu, comme dirait... Pourtant, une Louisa Hennoun et certains autres qui se sont élevés contre les printemps des peuples avaient dit que nous, nous avons eu notre printemps. Nous avons eu notre printemps en 88. La preuve, nous avons une liberté de la presse, nous avons un parlement, nous avons un Sénat. Oui, sauf que la spécificité des Algériens qui se sont battus pour se libérer d'une puissance coloniale qui était parmi les plus grandes puissances de l'époque, ne se contenteront jamais d'avoir une presse plus ou moins libre, une démocratie plus ou moins effective, une représentation plus ou moins réelle. C'est-à-dire que les Algériens ne se satisferont jamais du plus ou moins. Ouais. Qu'aujourd'hui, les Algériens, jeunes et moins jeunes, ont envie de respirer, ont envie d'être des acteurs de la vie politique de leur pays. Ils ont envie de respirer. Ils ont envie que l'Algérie ne soit plus
une grande salle d'attente, comme on partage cette expression avec Karim Tabou. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'Algérie est une vaste salle d'attente. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de jeunes qui font la queue dans les ambassades occidentales pour partir, pour fuir un régime despotique, un régime qui n'offre aucune perspective, un régime qui dilapide les deniers publics, qui dilapide l'espoir des Algériens. Et donc, aujourd'hui, effectivement, une jonction des revendications est possible. Elle est déjà le fait dans les esprits. Elle est déjà dans les esprits, puisqu'on arrive exactement au même constat. Parce que il y a quelques années, on ne se connaissait pas, on se méfiait les uns des autres. Les modernistes se méfiaient des islamistes, les islamistes considéraient que leurs ennemis c'était modernistes, ainsi de suite. Les berbérisants se méfiaient des arabisants, les arabisants des berbérisants, ainsi de suite. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, quelles que soient nos divergences politiques, nous avons une convergence vers la nécessité de créer une démocratie, un pluralisme dans ce pays qui puisse redonner la parole au peuple algérien. Et puis, nous n'avons pas tellement le choix, il faut dire aussi. Le temps presse. Non seulement nous n'avons pas le choix, mais c'est le seul moyen pour que l'Algérie ne devienne pas un vrai Titanic, parce qu'elle est sur le point de l'être. Semir Bellatech, la même question, mais j'aimerais avoir une réponse. La Kabylie, il n'y fait plus de doute qu'elle a été désamorcée et que ça a marché. La Kabylie, connue pour être la région la plus contestataire, celle qui est toujours aux avant-postes, le fer de lance de la contestation politique, n'a pas été au rendez-vous. Je pense qu'avec le recul, on a aussi appris que les événements du 5 octobre et ce qui s'est passé par la suite étaient quand même sous contrôle, pour ne pas dire était sous l'influence, pour ne pas dire sous contrôle, des clans du pouvoir d'alors, etc. On sait que même quand ça s'est gâté dans ce qu'on appelait le 5 octobre, les jeunes sont sortis dans la rue, il y avait des travailleurs dans les régions limitrophes d'Alger qui étaient en grève, etc. On sait que tout ça faisait quand même, c'est-à-dire que c'était un symptôme ou une conséquence d'une guerre à l'intérieur du régime. Et les Algériens, moi j'ai envie de le dire comme ça, les Algériens l'ont payé très cher. Et ce qui fait mal, c'est que je pense que, j'allais dire, on n'a pas tiré les leçons de l'histoire, parce que est-ce que c'était une volonté de changement? Et est-ce que les choses ont changé par la suite? Qu'est-ce qu'on en a tiré comme bénéfice de ces événements-là et même de la décennie qui a suivi par la suite? Je pense que ces questions-là, il faut qu'on se les pose. On va les poser demain dans la deuxième partie des émissions de demain. Ce sont quasiment les questions qui sont sur la table. Hein. Très bien, très bien. C'est très important à mon avis. Et quand on y pense aussi, ça fait 30 ans. Les jeunes qui ont 29 ans aujourd'hui, ils n'ont pas connu ces événements, ils n'étaient même pas nés. Et les gens qui avaient 10 ans, 40 ans, les gens qui ont 20 ans ont pris leur retraite. Et je pense que c'est très important de faire dans le pédagogique, d'expliquer aux jeunes et aux nouvelles générations qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la réalité des événements, parce qu'on continue, pour des raisons politiques, idéologiques, de tordre comme ça l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à instrumentaliser comme ça les choses, etc. Et donc voilà. Pourquoi la Kabylie n'a pas bougé? Je pense que c'était dans le cadre de ce qui se passait en fait. C'est-à-dire qu'on avait des jeunes qui en avaient marre de la dictature, etc. On avait des journalistes qui voulaient la liberté d'expression, on avait des artistes qui voulaient s'exprimer. On avait une population qui était opprimée et qui n'était pas représentée. Elle avait besoin d'exploser, on va dire. Ok, mais c'était parce qu'il y avait derrière une guerre de clans. Oui, voilà. Cette guerre de clans, nous la vivons encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé d'un pas depuis 30 ans, finalement. Il faut se poser des questions, il faut débattre de ça, à mon avis. Très honnêtement, moi qui suis branché sur ce qui se passait en Kabylie, d'heure en heure pratiquement. Et c'était vrai, que je me souviens très bien, que la rumeur qui circulait, c'était de dire attention, c'est une lutte de clans du pouvoir et il faut faire le jeu d'aucun clan. C'est ce qui a été... Ça, c'était la rumeur très répandue.
Zoher Rouis, même question avant que nous ne passions à octobre 88, ses tenants, ses aboutissants. Bon, je pense que ça a été largement évoqué, effectivement, c'est que le machiavélisme de ce régime, qui continue jusqu'à ce jour, consiste systématiquement à monter les uns contre les autres, c'est se diviser pour mieux régner. Et donc, vous l'avez évoqué, un certain nombre d'animateurs ont été probablement instrumentalisés. Maintenant, je pense qu'il faut retenir ce qui s'est passé depuis. Effectivement, on connaît, les historiens nous diront davantage sur ce qui s'est passé sur ces journées-là, ces tristes journées où il y a eu plus de 500 morts quand même. Mais néanmoins, ça a libéré quelques énergies qui étaient là, la cocotte minute, elle était là, elle était prête à exploser et elle a explosé. Donc instrumentalisé ou pas, nous avons depuis, les gens ont pu, sur une période certes courte, s'exprimer, les artistes, ça a été dit, les journalistes, un certain nombre d'organisations se sont montées. Ce qui nous reste à voir, c'est comment on capitalise sur tout ça, comment on capitalise sur tout ce qui s'est passé pour ne pas reproduire toutes les erreurs qui ont été commises de part et d'autre, depuis, entre 88 et à ce jour. De part et d'autre vous avez parlé d'animateurs qui ont été instrumentalisés en Kabylie, vous avez évoqué, il y en a eu d'autres. Je veux juste rectifier le mot, si vous me le permettez. Animateur. Ouais. Parce que connaissant quand même les militants d'avril 80 en Kabylie, ce n'est pas des gens facilement à instrumentaliser. On sait que Matou Blounas, on lui a tiré dessus, la gendarmerie lui a tiré dessus, etc. Peut-être intoxiqué, je veux bien croire. Mais instrumentaliser, je crois que c'est le sens qu'il donnait à... Absolument. Je ne pensais pas nécessairement d'ailleurs à cela, évidemment, et tu fais bien de le repréciser. Parce que les Saïd Khalil, les Matou Blounas et compagnie... Évidemment, on peut à ce jour ne pas leur faire ce reproche-là, évidemment. Donc oui, intoxiqué, mais ça c'est les actes, je parlais de machiavélisme, c'est les actes de ce régime, et il continue à le faire. Maintenant, je redis, il faut qu'on analyse et on tire toutes les conclusions, toutes les conséquences pour que là, au moment même où aujourd'hui on essaye de monter un mouvement citoyen, on essaye d'aller au-delà des clivages qui nous ont tellement neutralisés les uns les autres, qu'on essaye d'aller au-delà de ça, qu'on en tire les conclusions, pour que justement nous puissions bâtir quelque chose qui soit valable, qui puisse durer dans le temps. Et nous avons, je pense, un certain nombre de principes communs face à ce régime autoritaire qu'on peut mettre en avant justement pour aller au-delà et finalement réussir ce que nous n'avons peut-être pas pu faire dans les années précédentes. Alors, nous allons donc entrer dans le vif du sujet, si je peux dire. Avant, nous allons écouter Ouiahia, aujourd'hui, ce qu'il a, lors d'une conférence, ce qu'il a dit sur le 5 octobre. Puis nous reprendrons donc une discussion sur le 5 octobre. Est-ce que c'était un complot? Est-ce que c'était une révolte spontanée? Nous allons d'abord écouter M. Ouiahia. اللي استشهد في أحداث أكتوبر 1980 راحوا ضحايا مناورة سياسية. نقرأ اليوم دخل خطاب في البلاد أن أحداث أكتوبر انطلاقة المسار الديمقراطي، لا انطلاقة لهم يحزنون. إذا تعرفوا فوضى مطلبية تعلن 3 أيام قبل، ويومين قبل الشرطة جردوا من السلاح، يأتي وقت يكتب كل شيء على أحداث أكتوبر 1980 ونتكلم عليها، لأن في خطابي وفي مشاركتكم بأفكار حول المستقبل تكون لي كذلك محطة نتكلم عليها على اليقظة أمام مخاطر مناورة الغد. Alors, j'aimerais que maintenant qu'on échange assez rapidement, que la parole soit plus brève,
pour essayer d'aller vers le plus de questions possible. Monsieur Ouihia qui nous dit que c'était des manœuvres politiciennes, qu'il en veut pour preuve que les policiers avaient été désarmés 2 jours avant les événements. Je viens de l'apprendre personnellement. Alors, qui se lance? C'est extrêmement grave parce que c'est la parole publique. Oui. Donc, c'est le Premier ministre. Oui. Ouais. Et donc, si effectivement il y a eu manipulation de la part des gens du pouvoir et qu'il y a eu des centaines et des centaines de morts, il faut que ces gens-là payent. Oui. Il ne faut pas qu'ils restent impunis. Et il donne un détail de taille. Il dit que les policiers avaient été désarmés 2 jours avant les événements. Mais c'est extrêmement grave. D'où peut-être que les acteurs justement politiques de la Kabylie avaient peut-être raison justement de ne pas s'y joindre parce qu'il y avait effectivement derrière ce mouvement, peut-être, je dis bien, un certain nombre de barons du régime qui ne voulaient pas de changement et qui voulaient prendre la place des autres. Alors, mais est-ce que c'était un complot? Est-ce que c'était un complot? Chadli le dit clairement dans une interview qu'il a donnée à des journalistes japonais, je crois, ou chinois. Il dit que... c'est lui qui parle. En résumé, la restructuration du pouvoir a constitué une menace pour l'influence de beaucoup de gens parmi les membres de l'appareil du FLN. Et c'est pourquoi ils ont eu recours à l'incitation aux émeutes qui ont eu lieu et aux violences pour m'obliger à revenir sur le projet de démonstration de démocratisation du pays. Il dit plus loin, aucune organisation n'était responsable de ces événements. Les islamistes ont utilisé ces événements pour apparaître sur la scène politique et obtenir l'adhésion populaire après que le peuple leur avait donné sa confiance par sanction envers le FLN. Est-ce qu'il y a eu complot, en fait, de ces apparatchiks du FLN pour freiner les réformes de Chadli ou pour le dissuader d'aller vers le multipartisme, la liberté de la presse? Moi, je pense qu'Ahmed Yahya a un problème de décalage horaire. Ahmed Yahya est dans le complot en 2018. Et il y a un problème mental. C'est-à-dire que lui, il est tellement rodé au complot qu'il conçoit la vie politique par le complot. Lui, il est dedans. Il est dedans. C'est porter atteinte à la mémoire des victimes d'octobre 88 que de se saisir de cette opportunité, de cette occasion qui appartient au peuple algérien et tenter de faire le complot. Parce qu'en fait, au-delà de la déclaration sur le 5 octobre, il s'est saisi de cette occasion parce que tout le monde sait, un épouvantail, parce que tout le monde sait qu'il y a de graves problèmes actuellement dans le pays. Toutefois, je pense qu'on a évoqué la génération d'octobre. Il ne faut pas qu'on se rende nous-mêmes inconsciemment, sans avoir l'intention de participer à cette conception fausse de l'histoire, qui fait que tous les actes sont prémédités, sont téléguidés, et que nous sommes les jouets de l'histoire. Nous sommes un vulgaire jouet de l'histoire. Non, la jeunesse, le peuple algérien, il est là. Il essaye d'arracher le peu de choses qu'il arrive à arracher d'un système totalitaire qui ne veut rien céder. Mais Karim, pour parler vrai, oui. Octobre 88, nous n'avons pas vu ces jeunes dans la rue, nous ne les avons pas vus porter des contestations politiques. Si. Nous ne les avons pas vus. Moi, je vais vous contredire si jamais. Allez-y. Vous savez, quand on voit en termes de génération, ceux qui sont nés en 88, ils ont 29 ans, ils n'étaient pas là. Oui. Ceux qui avaient 20 ans, ils sont en retraite. On ne peut pas, par ce raisonnement, effacer toute une génération de l'histoire d'un pays qui a fait de cette étape, de ce moment précis, un moment précieux dans l'histoire démocratique de ce pays. Et en plus, au fait, le vrai complot dans ce pays, c'est le pouvoir lui-même qui continue de comploter. Oui. Et ses propres complots ne doivent pas être portés sur le dos des Algériens comme responsabilité. Toutefois, après 88, je pense qu'il y a 2 effets qu'on peut appeler effets collatéraux, mais en tout cas, il est positif. D'abord, une jeunesse qui a investi la sphère publique, ils sont là, ils sont sortis dans la rue, ils ont protesté, ils ont porté haut. Et si on fait juste un petit regard par rétroviseur, mais c'était la dignité de l'Algérien qui était en jeu, parce que l'Algérien était réduit à faire des chaînes pendant des heures et des heures pour avoir accès à un pain. Mais c'est la dignité, ce n'est pas seulement le fait de courir derrière un pain, mais c'est la dignité. Et parce qu'il y avait un parti unique qui empêchait les Algériens d'avoir le droit de penser autrement
que la version officielle de l'histoire, de l'avenir, du passé, etc. Et puis, attention, il y a quelque chose, pour moi, c'est le trésor de 88. Ce sont ces événements-là qui ont rendu visible une élite politique qui fut brimée, emprisonnée, cassée, cachée, empêchée d'exister. 88 avait tout simplement défoncé les portes et a permis à l'Algérie, aux Algériens, de voir qu'il y a finalement des gens qui ont fait la prison, des gens qui ont été empêchés, des gens qui faisaient de la politique, qui tentaient d'arracher des droits pour les citoyens. C'était un moment important dans l'histoire de ce pays. Oui, je me dis comment considérer cette parole de Ahmed Yahya, lui qui est un expert escalité dans les complots. Que peut-il nous expliquer, lui qui est le produit de ces complots, lui qui se maintient au pouvoir depuis tant d'années, parce qu'il complote, lui et ses amis, pour se maintenir sur le dos des Algériens. Quel crédit donner à cette parole? Le octobre 88, est-ce que ça a été un vrai mouvement politique, une révolution porteuse de contestation politique? Est-ce que c'était un coup de colère, un ras-le-bol? Est-ce que c'était un complot? Je ne sais pas. Comme je n'étais pas au cœur de ce complot, moi, le seul complot que je mène, c'est pour faire partir ce régime. Et je le dis publiquement. Le seul complot que nous menons tous, nous, les militants et les engagés politiques, c'est pour faire partir ce régime. Maintenant, ce octobre 88, je me répète, c'est un complot ou pas. Il se trouve qu'il y avait tous les ingrédients qui ont fait que les Algériens ont pu exprimer leur ras-le-bol, leurs revendications sociales, économiques, politiques. Et il y avait là tous les éléments constitutifs pour permettre justement aux Algériens de réclamer une respiration. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette configuration. Parce que, oui, Ahmed Yahya, en ce moment même, que fait-il? Que fait-il? Est-ce qu'il n'est pas en train de comploter, lui aussi, avec ses amis, pour se maintenir au pouvoir, en laissant un président qui ne peut plus rien faire? N'ont-ils pas usurpé des attributions constitutionnelles qui sont celles d'un président de la République? Que font-ils? Ahmed Yahya, une fois de plus, a raté une occasion de se taire. De toute façon, très franchement, quand on entend un Premier ministre comme lui et qui dit que c'est un complot, encore une fois, j'insiste là-dessus, où c'est un complot, il doit y avoir des gens qui doivent payer, qui doivent tout simplement rendre compte à la justice et au peuple algérien, ou bien ce n'est pas un complot. Alors, très certainement que les services de renseignement algériens prévoient une explosion généralisée comme celle d'octobre 88 et qu'ils parlent de complot pour que les Algériens ne suivent pas. Pour désamorcer une explosion potentielle. Samir Belatesh, avant de vous poser la question, nous allons voir Nazar qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé en termes de répression. Et je vous demanderai, quand vous le verrez, de vous rappeler ce que vient de dire Yahya, que les policiers avaient été désarmés 2 jours avant. On se demande, dans ce cas, pourquoi avoir tiré sur les jeunes manifestants, puisqu'on avait désarmé les policiers pour qu'ils ne tirent pas sur les manifestants, justement. Nazar. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler. Utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre.
devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Samir, il raconte que les militaires avaient instruction de ne tirer que dans les jambes, mais de préférence en l'air ou par terre, et il dit c'est là où ça a fait le plus de dégâts. Vous imaginez, tirer en l'air, ça fait des dégâts. Alors il dit par terre, il y a un ricochet, la balle se subdivise en deux parties, l'enveloppe en laiton et l'autre en acier, et donc il y a deux victimes au lieu d'une, et il en parle de façon très sérieuse. Et on se dit, dans ce cas, pourquoi ils ont désarmé les policiers si tenter que Yahya dit la vérité? Si tenter que Yahya dit la vérité. Je ne sais pas s'il dit la vérité sur des détails comme cela. Ce que je viens de dire à Hassan Hirej, c'est que Nizar peut se permettre de nous faire ces théories et tout ça. Il peut nous dire qu'il y avait des extraterrestres qui sont venus, enfin j'en passe des meilleurs. Tant qu'il n'est pas devant un juge, parce que ce monsieur est quand même responsable de ce qui s'est passé, il n'est pas le seul, mais il avait un poste de responsabilité et il devrait rendre des comptes. Tant qu'il n'est pas devant un juge soumis à un dossier détaillé, préparé par des gens de la spécialité et tout, il pourra nous raconter tout ce qu'il veut. Par contre, nous on sait qu'il y a eu énormément de morts, et ils sont morts par balle dans des conditions horribles. Il y a eu de la torture généralisée dans les commissariats, systématisée, etc. Donc c'est celle-là la réalité en fait. Après, que Yahya fasse sa spéculation, etc., nous on les connaît ces gens, on ne leur fait pas confiance, on connaît leur motivation, on sait dans quelle ambiance ils baignent. Ce n'est pas la nôtre, c'est une ambiance malsaine. Du coup, moi, je suis de ceux qui ne font absolument pas confiance à ces gens. Par contre, je rebondirai juste sur ce que disait Karim tout à l'heure. Je pense que l'histoire, à mon avis, humblement, vous me corrigerez, je passe sous votre contrôle. À mon avis, l'histoire, on la prend telle qu'elle est, même si elle nous fait mal et tout. Et si, au sein du régime, il y avait des guerres de clans, et que ces guerres de clans ont débordé sur la société, etc., il faudra le dire. C'est pas mal. Ce qui ne rabaisse absolument pas la valeur des gens qui ont fait le nécessaire, qui ont fait leur devoir, qui ont manifesté, ni la valeur de ceux qui ont milité jusque-là, comme c'était dit. C'est un aboutissement aussi. Il y avait les événements à Constantine Sétif, il y avait les événements de Kabylie, etc. Du coup, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Malheureusement, à cause si je peux me permettre ce genre de mot, de chouka politique qui était à l'intérieur du régime, on a vu aussi comment a été gérée la transition. On a vu aussi les partis politiques sortir du chapeau des services, etc., etc. On a vu aussi le coup d'État. On a vu comment ça s'est passé pendant la décennie noire. Donc voilà comment ça se passe dans notre pays. Ça nous fait mal et tout, mais ça ne rabaisse pas la valeur des gens qui ont tout donné, des gens qui ont souffert, des gens qui ont fait des prisons comme Lambèze, etc. Ça ne rabaisse absolument pas leur valeur. Mais le régime, il a toujours fonctionné comme ça depuis 1962, jusqu'à nos jours, jusqu'au temps de Yahya et consorts. En 88, on était un peu dans ça, malheureusement. Vous faites bien de parler des exécutions, on ne peut pas les appeler autrement, parce que les mitrailleuses tiraient à hauteur d'homme, contrairement à ce que dit Nizar. D'ailleurs, il y a des témoignages, à Bab el-Oued notamment près de la DGSN, où des mitrailleuses avaient été plantées et tirées à hauteur d'homme pour tuer. Aux armes de guerre, on a tiré sur les manifestants. Sur des manifestants désarmés. Mais on parle aussi de torture. J'aimerais qu'on nous passe ces images de ce témoin qui nous parle de torture, mais je vais énumérer quelques-uns de ces châtiments. Repris donc par Octobre, il parle de Sid Ahmed Semian, entre autres, de ces mauvais traitements, les châtiments corporels, matraquage par instrument contendant, coups et blessures par arme blanche, contrainte de personnes appréhendées à se déshabiller, à ramper nues sur un sol jonché de gravier et de bris de verre. Il donne même l'endroit, camp militaire de Sidi Faraj. Utilisation de la baignoire pour immersion, utilisation de la gégène, violence sexuelle, sodomisation par instruments tels que goulot de bouteille ou manche de pioche,
à la gendarmerie de Boufarik notamment, brûlure par cigarette à Boufarik, administration forcée de liquide aux produits nocifs divers, urine, eau usée, etc., blessures, etc., etc. Et la liste est très longue. Est-ce que nous pouvons voir ces images et ce témoignage de cet homme qui avait lui-même été torturé? Une salle d'interrogatoire et deux salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. Il y avait une salle où on pratiquait ce qu'on appelait la baignoire et le chiffon. Je vous montrerai tout à l'heure comment on opérait. Il y avait une salle de sodomisation où on faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu. Alors les opérations de torture étaient dirigées par des officiers de la sécurité militaire et certains officiers de parachutistes. Il y avait même une personnalité de la wilaya, disons le préfet de cette région, qui assistait au briefing avec les officiers de la sécurité militaire. Salle de sodomisation. Vous imaginez un peu jusqu'où il pousse le sadisme? Vite fait. C'est juste que, c'est-à-dire là, on a eu un avant-goût de ce qui allait se passer 2-3 ans plus tard, en fait. Oui, on a vu ce qui s'est passé par la suite. On a exécuté les gens sur la place publique, etc. Rappelez aussi que les méthodes décrites, ou celles qui viennent d'être lues, oui, rappellent aussi ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et les tortures que pratiquaient les parades de l'armée coloniale, etc., reprises par des copier-coller. Voilà, par des militaires algériens, contre leur propre peuple. Alors, un rapide tour de micro, puis nous allons écouter un peu de musique, et puis nous reprenons les débats. Alors, moi, ce qui m'intéresse d'observer dans ce qui a été dit, aussi bien par Ouihia que par le général Nzar, c'est à la fois le ton et à la fois la posture et les mouvements de menton. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont aucun affect. Ces gens-là, franchement, ils fonctionnent comme des psychopathes. Parce que quand on entend ce genre de témoignages, quand on lit les témoignages écrits de Sidi Ahmed Smian avec les tortures abominables, dignes du temps de Staline, et encore, ça veut dire que nous avons affaire à des psychopathes. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de pitié envers ceux qui sont arrêtés, envers les manifestants, etc. C'est-à-dire qu'on voit leur ton agressif. Il n'y a aucun sens de culpabilité. C'est ça un psychopathe, c'est qu'il n'y a aucun sens de culpabilité, aucun sens de responsabilité, aucun regret pour les familles, exprimé pour les familles, aucun regret exprimé pour le peuple algérien. Et nous avons vu ça en Azerbaïdjan, on a vu ça du temps de Staline, du temps d'Hitler, etc. Nous avons malheureusement affaire à des dirigeants totalement malades et je crois que c'est très important de donner la parole à des psychiatres algériens. Karim Tabou, dans les années après le coup d'État de 91, la torture était devenue un modèle quasiment systématique, non pas d'interrogatoire, mais de dissuasion, de terreur, pour terroriser les gens, surtout le viol. Le viol, généralement, de jeunes garçons ou de jeunes femmes devant leurs parents. C'est une arme de guerre. Une arme de guerre. Mais en octobre 88, ce n'était ni des interrogatoires ni de dissuasion, puisque c'était des jeunes qui avaient été pris après les manifestants. Pourquoi autant de torture avec une telle intensité, une telle horreur? Enfin, un mot sur les propos de Nzar. Oui. C'est un peu un mélange d'arrogance et de froideur d'un homme déshumanisé, mais ce sont les caractéristiques de criminels. Ce sont les caractéristiques de criminels de guerre, tout simplement. Oui, mérite pas plus que ça. Mérite pas plus que ça. Parce que ceux qui aujourd'hui tentent de se faire un petit espace dans l'histoire, dans l'honneur du pays, ils ne trouvent pas. Ils représentent le déshonneur de ce pays. Quand on évoque la manière dont fut torturés les gens, fut torturés des Algériens, de simples citoyens qui se faisaient arrêter, qui se faisaient sodomiser, qui se faisaient... bien sûr qu'il n'y a pas que 88. Je pense que si on faisait une analyse profonde de la nature du régime politique algérien, un des piliers essentiels sur lequel est bâti le système politique, c'est la violence. La violence dans toutes ses formes.
bien avant ces violences-là, on a pratiqué des liquidations physiques. On a même exécuté des gens. Bien avant l'indépendance, ce fut déjà une des pratiques qui allait constituer un des piliers du régime politique algérien. Absolument. Bien avant l'indépendance. Et je passe sur l'évolution, la sophistication de la violence. Aujourd'hui, même on vit un autre type de violence, mais qui est en concordance avec le principe que la violence soit un des piliers du système. Donc, aujourd'hui, je pense, pour ne pas nous tromper de cible et de débat, je pense qu'il est important pour nous et pour Qanat al-Magharibiya et pour le citoyen de remettre l'image réelle des événements de 88, ne pas les expédier par la théorie du complot. Et le message serait de dire aux Algériens, voilà l'image de criminels, mais voilà l'image des jeunes qui ont fait l'histoire. Et il faut toujours nourrir ce message d'espoir en disant aux Algériens que malgré la terreur, malgré la violence, malgré la froideur, malgré l'arrogance, mais des Algériens avaient défié cette terreur et ils avaient défoncé des portes dans des conditions terribles. Au prix de leur vie. Sinon le complot, mais la crise du pouvoir, il est toujours là, il sera là. J'espère qu'on ne va pas nous accuser d'avoir été la raison de leur propre complot. Aujourd'hui, il y a une bataille, il y a une guerre qui n'a pas de nom entre les différentes factions du pouvoir. Mais malgré cela, le peuple quand même reste très concentré, malgré la décennie noire, malgré toutes les violences qu'a subies. En tout cas, les comploteurs, aujourd'hui, ils sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle et c'est aux Algériens qu'il faut, je pense, redonner espoir et adresser un message par lequel nous leur disons qu'il est possible de faire des choses dans ce pays, qu'il est possible d'aller de l'avant, qu'il est possible de mettre fin au règne de la bêtise, au règne de la terreur, au règne du sous-développement, au règne du ray-ray mental. Nous ne pouvons plus accepter, c'est ce message qu'il faut adresser aux Algériens, nous ne pouvons plus accepter que ce pays soit otage de gens qui sont, non seulement mentalement ils sont malades, ils sont incapables de se prévoir dans l'avenir. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Nous ne pouvons plus confier ce pays à des gens qui ont fait preuve d'une incapacité à procurer la moindre des solutions aux Algériens. Je pense que c'est important que de mettre 88 dans le sillage des luttes que ce peuple a comptabilisées comme fait majeur de son histoire. Nous allons écouter Chadli Benjdid, puis je reviens à Zoher Ruiz, puis à nos amis les artistes. Chadli Benjdid. يمر بصعوبات خطيرة ناتجة من أعمال الشغب والتخريب لمؤسسات الدولة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والمؤسسات لترمز إلى الدولة. نطرح السؤال: هل بالكيفية هذه أننا نعالج مشاكلنا؟ هل بالكيفية هذه نصلح أمورنا؟ نقول لا، واعتقادي كل المواطنين المخلصين يشاطروني في هذا الرأي. ليك يا مواطن، ونقول لك مع الأسف وبكل مرارة، هل يرضيك ما يجرى أو ما جرى في الجزائر العاصمة أو في بعض الجهات القليلة الأخرى؟ هل هذا هو العمل الوطني؟ هل هذه الغيرة الوطنية؟ هل هذه حب الوطن؟ هل هذه مكافأة لشهدائنا بفضلهم احنا نتنعم في الاستقلال والحرية والسيادة؟ هل هذا هو؟ Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées.
à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, on désigne le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. السينا غاد سكيدفا إلا قد عيش ذيك وخامي وذيك فلحي يميتي عشقا القلي محقورة هم صغري نهار وازي السينا غاد سكيدفا إلا قد عيش ذيك وخامي وذيك فلحي يميتي عشقا القلي محقورة هم صغري نهار وازي حادث الناس واليسن النادي ملق أين ظلف مقفل يوساد يبغى الحق يبغى وخلاق ولا ذي الحادث الناس واليسن النادي ملق أين ظلف مقفل يوساد مذوي يتنادي في الحق يوغاثي جرد وجرد كذويني يتنادين في الحق يوغاثي جرد وجرد رسينا غاد سكيدفا إلا قد عيش ذيك وخامي وذيك فلحيف ميتنتي عشقا قلي محقورة هم صغر ينهر واسي نعيش ذي الخير ذي الحرمة والوذيد ما يهلل الزفر بزث الأمة نبغى ما نتبع الحلال نعيش ذي الخير ذي الحرمة والوذيد ما يهلل الزفر بزث الأمة يميل النوف الموحل الرانا غمدا صريما يميل النوف الموحل الرانا غمدا صريما رسين غاد سكيدفا إلا قد عيش ذيك وخامي وذيك فلحيف يميت التيني عشقا قلي محقورة هم صغري نهر وزيف ويغوي تبعثولاش الكاذب يب الشيعة يرنا الخوخ ذي المشباش يفرس سوق تنزل السلعة ويغوي تبعثولاش الكاذب يب الشيعة يرنا الخوخ ذي المشمش الصح يغلي ذي القاعة اللاسيلة في الورش الصح يغلي ذي القاعة في اللاسيلة في الورش رسين غاد سكيدفا إلا قد عيش ذي الدخاني
أغلي محقور هم صغار ينهار وسيف. Bravo. Chanson tout aussi engagée où mon ami Hassan me traduisait un peu. Ah, si je savais mentir, si j'avais arnaqué, je serais sur le haut du panier. C'est une très vieille chanson de Talib Rabhat Rahmah. Mais malheureusement, ceux qui ne savent pas s'y prendre dans cette vie, ils resteront les bras ballants pendant que d'autres se servent dans le marché, etc. Merci beaucoup. C'était prévu que vous nous chantiez le Menfi. Ça va venir normalement. Ça va venir, j'espère. Alors, nous allons la laisser à la fin de l'émission. Voilà. Ah ben, c'est très bien. Zoher, il y a eu des milliers de gens à avoir été torturés, mais il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des milliers d'estropiés à vie. Il y a eu beaucoup de morts. Au début, ils ont donné le chiffre de 153, puis ils ont corrigé par celui de 176, pour en faire reconnaître qu'il y a eu plus de 500 morts. En plus de ce carnage, il y a eu une mesure tout à fait hallucinante. C'est que les estropiés, tous les blessés, tous ceux qui ont été reconnus comme victimes, n'ont pas été indemnisés par l'État, n'ont pas été reconnus comme ayant été des victimes de l'injustice, de l'oppression, mais reconnus comme étant des victimes d'accidents du travail et indemnisés par la sécurité sociale. C'est un peu comme si on avait dit « Ah bon, vous avez voulu faire des histoires, alors démerdez-vous entre vous, que les travailleurs payent leurs copains, payez-vous entre vous, nous on n'est pas concernés. » Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà sur la séquence précédente, on a parlé de violence, un régime qui est issu lui-même de la violence, parce que c'est une succession de coups d'État. Et pendant ces coups d'État, ils ont écrasé des gens, ils ont tué des gens, et ils se maintiennent encore au pouvoir. Donc c'est un régime qui est issu de la violence et qui ne fonctionne qu'avec la violence. Et la série macabre d'actes de terrorisme que vous avez cités montre combien ce régime, à l'époque, mais comme aujourd'hui, d'abord a été probablement pris de peur-panique, sur son maintien, et ensuite ça montre combien sa détermination est haute pour se maintenir quoi qu'il en coûte au pays. Ce sont des gens, et j'ai écouté attentivement ce qui a été dit avant, j'en ai entendu Nazar nous dire qu'il ne pouvait pas faire autrement que de tuer des gens et de torturer des gens. Ce sont des gens qui n'aiment ni leur pays ni leur peuple, tout simplement. Ils n'aiment que leurs propres conditions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous avez un homme qui a subi un AVC et qui n'est plus en fonction, et qui, juste avant, vous dit que sa plus grande ambition, ce n'est pas le pays, ce n'est pas de construire quelque chose pour le pays, c'est de rester au pouvoir jusqu'à la mort. Et nous sommes à ce stade-là aujourd'hui. Il a tenu parole, en fait. Il risque de tenir parole. Il risque de tenir parole. Quand je dis ils n'aiment pas leur pays, ils ne laissent pas les gens s'exprimer. Et quand on voit 500 morts, plus de 500 morts, on dit, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la vérité là-dessus. Oui. On ne sait pas combien de... Globalement, si on peut utiliser ce qualificatif, il a été reconnu qu'il y a eu au moins 500 morts. Oui, et je suis sûr qu'ils sont capables de recommencer. Vous avez tous vu ces derniers temps des hommes politiques, des femmes politiques, des militants des droits de l'homme, des personnes engagées qui ont monté le mouvement Mouatana et qui ont juste essayé d'aller parler aux gens, juste essayer d'expliquer ce qu'est le mouvement Mouatana, aller vers la société et parler avec eux, combien ils ont été violentés et combien ils sont interdits de s'exprimer dans le pays, dans leur propre pays, et aller au-devant de citoyens. Ils ont été violentés et ils ont été expulsés des wilayas comme on expulse en Occident quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Oui. Donc ce régime fonctionne avec la violence et il est prêt à recommencer.
parce que pour eux, c'est le seul langage par lequel ils se maintiennent, ce sont les seuls actes par lesquels ils se maintiennent. Et je rejoins ce qui a été dit par Karim Tabou tout à l'heure, et c'est ce que je disais au début. Quoi qu'il s'est passé, il y a eu un engagement citoyen en 88, et avant 88, et il y en a eu d'autres avant, jusqu'à aujourd'hui. Les gens s'engagent. Et ce qu'il faut regarder, c'est le résultat qu'on peut obtenir en s'engageant pour son pays, en étant militant, en étant dans une organisation des droits de l'homme, une association, un parti politique. Et je pense que c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qui compte. Ça monte avant 88, mais après 88, ils nous ont montré le chemin. Comment surmonter les peurs qui sont distillées par ce régime qui, une fois, brandit l'épouvantail, le spectre du terrorisme, de la syrianisation, d'octobre 88 de façon indirecte, du terrorisme des années, de la tragédie des années 90, de la décennie 90. Comment surmonter cette peur qui est là, justement, pour freiner toute velléité de sursaut? Il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut aller vers les citoyens. Il faut leur expliquer que de toute façon, nous allons au mur, que si on ne prend pas notre destin en main, ça sera pire. Ça ne peut pas être mieux et ça ne pourra même pas rester comme c'est aujourd'hui. Ça ne peut être que pire. Et que, justement, ce qui s'est passé en 88 montre que ces gens du régime où Yahya que vous avez montré, sont prêts à tout pour se maintenir. Et donc, il faut s'engager et on voit bien que si le régime réagit, il a réagi hier sur des mouvements de ce type, et il réagit aujourd'hui sur le mouvement Mouatana, c'est qu'il sait, par toutes les informations dont il dispose, que dans la société, il y a des choses qui se passent, que ça bouge, et que ça peut, c'est ça qui lui fait peur. Et donc, il faut renforcer tous ceux qui agissent. Il faut les renforcer parce que c'est la voie. Nous n'appelons pas au désordre, nous appelons à l'engagement citoyen pour renforcer tous les mouvements où ils se trouvent, pour les renforcer, pour que justement le ruisseau grandisse et que nous arrivions à imposer un changement de régime, à évacuer ce régime ONI et à imposer un changement. Karim Tabou, pour rester dans ce qu'évoque Zoher Rouis, aller vers des synergies qui pourraient nous amener petit à petit à nous impliquer dans ce qui nous concerne, pour que la peur cesse, parce que j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il ne faut pas décrédibiliser octobre 88, qu'il ne faut pas succomber à la thèse du complot, même s'il y a eu complot en quelque sorte, pour pouvoir toujours porter haut cette aspiration au changement. Comment faire, d'abord pour que ces événements ne passent pas en perte et profit, et comment faire pour qu'ils soient, comment dire, capitalisés, valorisés, servir d'exemple. Comment faire? Enfin, je précise, quand je dis qu'il y a beaucoup de vrai dans le revendicatif, dans la contestation, cela n'annule pas le fait qu'il y ait des tentatives de complot et de détournement. La prime à la violence, une des caractéristiques du régime algérien depuis toujours, et ce génie par lequel il fait balancer, il fait basculer toutes les contestations sociales, politiques, dans des logiques de violence. C'est son terrain qui le maîtrise le mieux. Et on a vu ça avant et bien après. On a connu des événements, on a connu des contestations, et à chaque fois, le pouvoir, il a un procédé simple. Soit il pousse dans des logiques de surenchère vers plus de violence, soit il donne sur le plateau d'argent des mouvements qui auraient pu être des mouvements d'émancipation du citoyen, il le met entre les mains des factions les plus aventurières, les plus rétrogrades de la société. On a connu des événements en 2001 en Kabylie. Ce fut un des exemples de ce mouvement citoyen détourné au profit d'un mouvement qui a complètement vidé le mouvement de sa substance. La deuxième est cette impunité. Parce que le régime, depuis les événements de 63, il y a eu 400 morts, et puis par la suite, il y a eu les événements de 80. Cycliquement, il y a eu des assassinats, des tortures. Et le régime a toujours essayé de
d'assurer l'impunité pour les commanditaires et ceux qui ont pratiqué la violence, et trouver des subterfuges par lesquels, dans des logiques de chantage social, dans des logiques de fausse réparation matérielle. C'est ce qu'on a fait pour les victimes d'octobre 88, c'est ce qu'on a essayé de faire pour les familles des disparus. Mais cette constante-là, il faut lever le voile sur une chose et l'expliquer aux Algériens, c'est que le pouvoir tente des réparations, mais il cache toujours cette machine de tortionnaires, de criminels qui sont là et qui bénéficient de l'impunité absolue. C'est ce qui s'est passé pendant la décennie rouge. On a distribué de l'argent, on a amnistié certains. On a indemnisé. On a même dit... Entre guillemets, indemnisé. On a même adressé des courriers en guise de réponse à la Commission des droits de l'homme de Genève en disant que les faits de disparition étaient des faits isolés de chefs de brigade, de militaires, mais ce n'était pas une logique de coordination, de pratique de l'État ou du pouvoir. Au fait, on a eu 14 000 ou 20 000 disparus. Si vous vous posez la question de bon sens, pour faire disparaître un être humain, il faut au moins être à deux. Oui. Pour le transporter, il vous faut les moyens de transport. Pour le prendre de chez lui, il faut être au moins 2 à 3 à pouvoir l'enlever à ses enfants. Et ce sont des actions qui se passent en pleine ville. Vous savez, si vous faites ville. Ça ne se passe pas dans les montagnes. Si vous faites un calcul simple, pour 20 000 disparus, il y a 30 000 criminels. Et on a accepté que dans ce pays, il y a eu 20 000 disparus, mais on a caché la machine qui a pratiqué cela et on leur a tout simplement accordé des mesures d'impunité. Donc, aujourd'hui, je suis, franchement, je vais vous étonner, je vais emprunter une expression à Reda Malik que je n'aime pas. La peur a changé de camp. Ouais. Maintenant, c'est le pouvoir qui a peur. L'expression d'Ahmedou Yahya est un indice de peur. Maintenant, quand on vient utiliser les procédés les plus violents, utiliser les paroles les plus violentes, avec une telle arrogance, avec de telles menaces, et à chaque fois, ils kharjoun el bororo de la violence, c'est la preuve que c'est fini pour eux. Ils sont à bout de souffle. Ils voient bien leur situation, leur régime, leur pouvoir arriver à terme. Et se saisir de ce moment précis de l'histoire pour dire aux Algériens, reprenez votre souffle. Il est possible de pousser de l'avant l'histoire de ce pays. Il est possible de s'introduire par l'intelligence, par des actions réfléchies, par un travail de pédagogie politique que nous devons tous faire pour dire finalement, c'est un pouvoir à bout de souffle, il faut aller de l'avant, il faut s'investir. Vous vouliez intervenir rapidement pour dire et confirmer qu'effectivement ce régime, c'est la fuite en avant, il est à bout de souffle, mais c'est le résultat de tout ce qui s'est passé depuis les années 80 jusqu'à ce jour. C'est-à-dire c'est l'engagement des uns et des autres qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à un régime qui ne sait plus vers où aller, comment faire. Il est arrivé devant une impasse c'est l'impasse du régime, mais elle n'est pas arrivée, ce n'est pas un phénomène extraterritorial. C'est que dans la société, un certain nombre de mouvements se sont emparés de leur propre destin et mis bout à bout, on y arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais que le moment est venu de défoncer la porte. Il faut y aller, il faut se mobiliser, il faut renforcer toutes ces organisations, créer ces synergies, parce que c'est le moment de donner un coup de grâce à ce régime de manière ordonnée, organisée et pacifique. Nous avons avec nous dans le public Abdelrahman Jilali. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu de Suisse, je crois. Oui, c'est nous qui vous remercions pour l'invitation et pour tout ce que vous faites et ce qui se passe sur Magharibia. Merci. Nous avons eu le plaisir d'assister à de nombreux débats, dont je reprends 2-3 idées en passant. Tout à l'heure, on avait posé la question à savoir qui avait le plus de tort dans ce qui s'était passé après 88 entre le fils et le pouvoir. Et il y avait des réponses divergentes qui renvoyaient les uns vers les autres. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'espace de liberté qui est offert aujourd'hui sur cette chaîne qui est dite comme appartenant au fils, il y a une véritable liberté. Les gens sont venus ici pour imputer des responsabilités au fils. Et entre autres, bien sûr, mais ce n'est pas le but de la discussion, le problème numéro 1 actuel de l'Algérie, c'est le régime en place.
Et par contre, les télévisions algériennes ne sont pas ouvertes aux Algériens. La capitale est interdite aux Algériens pour tout rassemblement, échange, communication. L'intérieur du pays est tout aussi interdit, et non pas seulement pour des rassemblements ou des manifestations, mais juste pour un déplacement, un échange entre citoyens pour parler de l'avenir du pays, l'avenir qui nous interpelle aujourd'hui, vu les dangers que tout le pays encourt. Donc mon intervention, c'est pour à la fois poser une question, faire un constat, une proposition, rapidement si vous permettez. Nous avons aujourd'hui, sans revenir sur les torts des uns et des autres et 88, nous avons une initiative qui est née, qui dit qu'elle est ouverte à tout le monde, qui a une charte bien claire. De nombreuses personnes sont en train de la rejoindre. Moi, je pose la question, surtout aux intellectuels et aux hommes politiques, toute obédience confondue, pourquoi, ne s'impliquent-ils pas dans Mouatana? Si Mouatana ne leur plaît pas pour des principes ou pour des personnes, pourquoi ne s'impliquent-ils pas dans une autre initiative pour être voisins avec Mouatana ou d'autres et pour ouvrir le champ à tous les Algériens, que le peuple puisse voir enfin un programme, une entente entre les intellectuels, les politiciens et la vraie opposition, un terme qui est cher à un de nos invités ici. La vraie opposition se démarque, discute, débat, propose une sortie sur le terrain et au lieu de rester derrière les claviers et le Facebook, qui est utile et c'est très bien ce que font nos opposants, ce n'est pas suffisant, il faut s'impliquer, mais pas peut-être un jour et on ne sait pas pourquoi, c'est aujourd'hui. Rejoignez Mouatana, faites une initiative à vous, travaillons ensemble, l'essentiel, on s'implique et on essaye de proposer un programme aux autres. Merci Abdelrahman Jilali. Samir Belatesh. Les événements, si tant est que nous pouvons les appeler comme ça, d'octobre 88, ont débouché sur ce qu'on a appelé la libéralisation du régime, l'ouverture démocratique, la liberté de la presse. Mais finalement, avec le recul que nous pouvons faire aujourd'hui, finalement, la liberté de la presse n'en est pas une. Voilà. Et la profusion des partis politiques ne sont pas un signe quelconque de démocratisation, puisque, y compris de grands partis qui ont été de grands partis d'opposition, presque tous sont à la mangeoire, pour reprendre leurs propres termes aujourd'hui, au râtelier. Alors, finalement... Les partis n'ont pas leur agrément. D'autres partis, comme celui de notre ami Karim, ou de tout à l'heure Ali Benouari qui était là aussi, n'ont pas reçu leur agrément, parce qu'ils ne sont pas dans le sens du poil. Alors, Samir, finalement, les seuls dividendes dont nous pouvons parler aujourd'hui des événements d'octobre, j'entends dividendes concrets qu'on puisse palper, sont la liberté de la presse, qui n'en est pas une, et le multipartisme, qui n'en est pas un, finalement. Moi, je pense que des événements comme ceux du 5 octobre 88, comme d'autres événements où la population s'est bougée, est sortie dans la rue, a été réprimée dans le sang et tout, c'est quelque chose qui apporte énormément à la société. Moi, il ne faut surtout pas nier ce genre de choses. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie en 2011, ils ne pourront jamais faire marche arrière. On pourra bien sûr venir avec des chars, écraser tout le monde et tout, force des armes à la main, enfin, avec la force des armes. Mais la société, elle avance aussi avec ce genre d'événements. Mais il faut aussi avoir aussi le courage de regarder les choses comme elles sont. Et je pense que, comme disait un homme politique, il me semble américain, il n'y a pas de politique en dehors de la réalité. La réalité, on la regarde comme elle est, on fait un constat qui doit être le plus proche possible des faits, de la réalité. Et à partir de là, on peut construire. Du coup, bien sûr qu'il faut dire que la transition de 88 à 91, 92, elle s'est très très mal passée. Déjà, moi j'ai toujours dit, même s'il y a des amis qui sont du côté des réformateurs, qu'on appelait dans le temps des réformateurs et tout, ils m'en veulent. Pourquoi on leur dit ce genre de choses? Mais comment voulez-vous qu'une dictature, un régime qui est hyper violent, qu'on connaît, c'est-à-dire il existe avec des coups d'État, avec des méthodes nauséabondes, etc., va-t-il organiser
sa propre dissolution. C'était juste impossible, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Du coup, on a vu comment des partis politiques ont été créés, comment la scène politique a été modelée, la scène de la société civile elle a été modelée, des personnalités politiques sont sorties du chapeau du magicien, etc., etc. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et à mon avis, on doit ça à la population, à nos concitoyens. C'est un devoir, en fait. Et à partir de là, c'est aussi un des moyens qui permettra de mobiliser les Algériens. Parce que les gens ne sont pas cons. Ils connaissent très très bien la situation. Ils connaissent les CV des uns et des autres. Ils savent ce que les gens ont fait. Ils savent ce que ce régime a fait. Ils savent qu'il y a eu torture. Ils savent ce que le général Nzar a fait. Ils connaissent très bien Ouihia, etc. Du coup, les Algériens, on ne peut pas leur raconter un peu n'importe quoi, juste comme ça, le Hamas, ça ne passe pas comme ça. Moi, je suis comme ça. Hein. Il faut être honnête avec les gens et à partir de là, on pourra les mobiliser. Sans ça, ça va être des, comment on dit, des incantations et des choses comme ça. Voilà. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Hassan Hairiche, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que lors même qu'il y ait eu des comploteurs, ces comploteurs, de toute façon, ont été dépassés par les événements et par la population. Les Algériens ont pris, comme l'a dit si bien Karim Tabou tout à l'heure, ils ont pris leur destin en main, ils ont manifesté, ils ont pris des risques et ils ont envahi la rue, ils ont exigé un certain nombre de choses, notamment, effectivement, la liberté d'expression, les libertés démocratiques de façon générale, etc. C'est vrai qu'il y a eu une ouverture et qui s'est vite refermée, un peu comme ça s'est passé... Refermée ? Refermée, oui, refermée, comme ça s'est passé en Union soviétique, qui d'ailleurs s'est écroulée, et l'Algérie risque d'avoir exactement le même destin. Et puis, on a vu avec Poutine, retour au baston, retour au bâton, retour à la répression, à l'emprisonnement, etc. Ce que je dis, on a entendu Nzar, on a entendu Ouihia, et on a entendu les analyses de nos amis ici présents, c'est que nous avons affaire à des narcissiques. Depuis 1962, depuis Bembella et Boumediene, nous avons affaire à des narcissiques. Des narcissiques qui disent l'intérêt supérieur du... C'est pas plutôt des pervers narcissiques. Justement, j'en viens là. Des narcissiques d'abord, parce qu'ils s'aiment et ils détestent tout le monde. Et ils croient que c'est eux qui détiennent la vérité, c'est eux qui ont, comment dire, la conscience des intérêts supérieurs du pays, alors que précisément l'intérêt supérieur du pays, il est ailleurs, dans la conscience des opposants, des gens, du petit peuple, etc., pas chez eux. Et pervers, justement. Pervers parce qu'ils sont dans le complot, dans la cruauté, dans l'immoralité, dans la torture, dans les déviations, dans la perversion. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous avons malheureusement affaire à des pervers narcissiques. Seule une mobilisation, comme ça vient d'être appelé, une mobilisation de tous les Algériens peut effectivement dégommer enfin ce régime tentaculaire et qui a écrasé pendant plus d'un demi-siècle les Algériens qui ne le méritent pas. Merci. Merci Hassan Hairiche, merci Samir Belates, merci Karim Tabou, merci Zohair Rouis. Nous allons regarder quelques images, le temps de préparer nos amis les artistes pour nous régaler d'une dernière chanson avant la fin de cette émission. Je vous dis dès lors, qawala khair, slama. يمر بصعوبات خطيرة ناتجة من أعمال الشغب والتخريب لمؤسسات الدولة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والمؤسسات لترمز إلى الدولة. نطرح السؤال: هل بالكيفية هذه أننا نعالج مشاكلنا؟ هل بالكيفية هذه نصلح أمورنا؟ نقول لا، واعتقادي كل المواطنين المخلصين يشاطروني في هذا الرأي. ليك يا مواطن، ونقول لك مع الأسف وبكل مرارة: هل يرضيك ما يجرى
أو ما جراه في الجزائر العاصمة أو في بعض الجهات القليلة الأخرى. هل هذا هو العمل الوطني؟ هل هذه الغيرة الوطنية؟ هل هذه حب الوطن؟ هل هذه مكافأة لشهدائنا بفضلهم احنا نتنعم بالاستقلال والحرية والسيادة؟ هل هذا هو؟ Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. 2 salles de torture, une salle d'interrogatoire et 2 salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. Il y avait une salle où on pratiquait ce qu'on appelait la baignoire et le chiffon. Je vous montrerai tout à l'heure comment on opérait. Il y avait une salle de sodomisation où on faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu. Alors les opérations de torture étaient dirigées par des officiers de la sécurité militaire et certains officiers de parachutistes. Il y avait même une personnalité de la wilaya, disons le préfet de cette région, qui assistait au briefing avec les officiers de la sécurité militaire.
هضر مية كبر وصغار ويا المنفي والسلسلة وزنق النار ويا المنفي ضربوني لبعم شهار ويا المنفي والسلسلة وزنق النار ويا المنفي ضربوني بالعم شهار ويا المنفي قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي ولدك ربي ما يخليش يا المنفي قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي ولدك ربي ما يخليش يا المنفي يتفوطي ولا ما تفوطيش ويا المفتي ريجولتا دايما كيف كيف ويا المفتي يتفوطي ولا ما تفوطيش ويا المفتي ريجولتا دايما كيف كيف ويا المفتي 100% جاز الرئيس ويا المفتي حتى الموتى فوطاو عليه ويا المفتي قولوا للشعب ما يصوتيش ويا المفتي هو صغير وما يناجيش ويا المفتي قولوا للشعب ما يصوتيش ويا المفتي هو صغير وما يناجيش ويا المفتي قولوا